Vous voulez comprendre davantage le monde et ses phénomènes ? Nous avons 30 minutes pour faire en sorte que vous en soyez capable. Telle est notre Mission Impossible. Bienvenue à toutes et à tous sur Radio Fagette dans votre nouvelle émission Mission Impossible. Mission Impossible est une émission dans laquelle les agents Gaëtan, qui n'est malheureusement pas avec nous aujourd'hui en studio mais par téléphone. Bonjour Gaëtan. Bonjour Justine, bonjour Bertrand. Bertrand, bonjour Bertrand. Salut à tous. Et moi-même, Justine, tous les trois élèves à l'ENSIC de Nancy, qui vous expliquent à chaque émission comment fonctionnent 3 ou 4 phénomènes physiques ou chimiques par le biais de questions-réponses qui vous ont été posées dans la rue et auxquelles vous avez répondu. Alors l'ENSIC est une école d'ingénieurs en vieille ville de Nancy. Elle nous forme au génie des procédés, qui est l'ensemble des techniques permettant de passer de l'échelle du laboratoire à l'industrie. Dans l'émission d'aujourd'hui, c'est Gaëtan qui vous exposera le premier sujet. Alors peux-tu nous dire de quoi cela va parler ? Mon premier sujet, ça va être de savoir comment fonctionnent les radars qui se trouvent sur le bord des routes. C'est sûr que ce n'est jamais très réjouissant de recevoir un PV chez soi, donc la moindre des choses, c'est encore de savoir comment fait le radar pour savoir qu'on roulait trop vite, et bien sûr qu'on ne recommence pas ensuite. Mais tu ne vas pas t'arrêter là, car tu parleras ensuite un peu d'énergie, c'est ça ? Oui, et plus précisément le fonctionnement des panneaux solaires et aussi panneaux photovoltaïques. Eh bien, j'ai hâte de savoir ça, car c'est vrai que les énergies renouvelables sont au cœur des enjeux des années à venir, pour limiter l'utilisation des énergies fossiles comme le nucléaire ou encore le charbon et le pétrole qui ne sont ni très propres ni illimités sur notre planète. Mais d'ailleurs Bertrand, toi ça n'a rien à voir ce dont tu vas nous parler en premier. Exactement, car moi je vais vous parler de cet or liquide qu'on appelle la bière. L'alcool est bien sûr à consommer avec modération, mais savoir d'où vient notre bière, c'est quand même toujours sympa. Rien à voir, mais ensuite tu vas nous en dire un peu plus sur un type de traitement, c'est ça ? C'est ça, et on va parler plus précisément des granules homéopathiques. Mais toutes ces réponses vous ont déjà été posées lors de nos micro-trottoirs. Alors aviez-vous la bonne réponse ? Agent Gaëtan, on n'attend plus que toi. C'est parti, tout le monde, attachez vos ceintures et en piste. Wow. Alors on va y aller un peu plus mollo parce que là on n'est pas à l'abri de se faire flasher avec un départ pareil. Nous allons donc voir comment fonctionnent les systèmes des radars, ces appareils qui, au-delà de nous rappeler à l'ordre lorsqu'on fait un excès de vitesse, ont pour but d'assurer la sécurité des usagers de la route. Mais la question est, quelle technologie se cache derrière ces dispositifs gris à bandes jaunes et noires ? Commençons par voir les informations que nous avons récoltées lors de notre micro-trottoir, parce que nous vous avons demandé votre avis sur le fonctionnement de ce système. C'est pareil le fait de calculer la distance, en fonction si c'est les radars fixes ou les radars de zone. Ils ont peut-être des capteurs. Je pense qu'ils prennent la vitesse des voitures, c'est tout ce que je sais. Alors amenons des précisions nécessaires sur le sujet. Les radars que nous rencontrons sur le bord des routes sont appelés des radars à impulsion car ils envoient des signaux de détection en continu. Puis, les signaux sont réfléchis par tous les objets environnants et donc par un véhicule qui passerait dans le champ d'action du radar. Enfin, ces signaux vont retourner vers une antenne réceptrice. Une fois le signal reçu, le système du radar va le traiter et va permettre de déterminer la vitesse à laquelle roule la voiture. Afin de pouvoir capter la vitesse des véhicules en mouvement, le radar doit avoir un large champ de portée. Ceci n'est pas du tout un problème car les ondes ne se déplacent pas uniquement dans la direction vers laquelle pointe le radar. Ces signaux sont des ondes qui vont partir de l'émetteur et avancer dans plein de directions différentes. En fait, lorsqu'une onde est envoyée, elle ne se déplace pas en ligne droite mais plutôt à la manière des ondes à la surface de l'eau que vous pouvez observer lorsque vous jetez une pierre dans un lac. Les ondes émises par le radar sont comme les cercles qu'on peut tous voir se propager à la surface de l'eau. D'ailleurs, ces cercles-là s'étendent depuis le point de chute de la pierre et disparaissent petit à petit. C'est ce qu'on appelle l'atténuation de l'onde. Et plus l'impact de la pierre est important au départ, plus les ondes à la surface vont durer longtemps. C'est à cause de cette atténuation que le radar doit envoyer des ondes assez fortes, avec une grande puissance, pour que l'onde renvoyée ait elle-même assez de puissance pour être détectée. Donc, nous en sommes au point de la mission où nous avons compris que notre radar envoie plein de signaux vers la route. Et il va déterminer la vitesse d'un véhicule en analysant le signal qui a été réfléchi par celui-ci. Mais du coup, l'onde qui revient, qu'est-ce qu'elle possède de particulier qui va dire au radar « cette voiture roule à telle vitesse ?» C'est parce qu'en fait, le principe du radar repose sur l'effet Doppler. Il témoigne du fait que la fréquence d'une onde change entre son émission et sa réception quand la distance entre l'émetteur et le récepteur varie au cours du temps. La fréquence d'une onde, c'est une caractéristique qui lui est propre et que je détaillerai simplement par l'image suivante. Si l'onde est comme une vague, sa fréquence est le nombre d'enchaînements entre crête et creux par seconde. C'est la fréquence de l'onde émise par la radio qui vous permet d'écouter Fagette lorsque vous sélectionnez 94.2.
C'est le même principe qui vous permet de changer de chaîne avec votre télécommande de télévision. Tout à fait. Eh bien, la fréquence de l'onde renvoyée au radar sera différente de celle que lui-même avait envoyée. C'est très simple, la fréquence a bougé d'une certaine valeur, appelée fréquence de Doppler, et qui est directement liée à la vitesse avec laquelle le véhicule passe devant le radar. Le dispositif n'a qu'à prendre connaissance de cette vitesse, et si elle est supérieure à la limitation, une caméra prend un cliché de la plaque de l'automobiliste en tort et note son heure de passage. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Le mieux est encore de respecter les limitations de vitesse. Mais je crois avoir déjà entendu parler de l'effet Doppler. Ah, j'arrive pas à me rappeler pourquoi. Je sais pas si tu vois ce que ça pourrait être, Gaëtan. En fait, tu dois sûrement le connaître parce que l'effet Doppler, c'est celui qui est responsable de l'effet auditif quand une ambulance passe dans la rue. Eh bien, il est peut-être temps de mettre toutes ces explications en musique. C'est pourquoi je vous laisse avec Radar Love des Golden Earrings. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel. It's my baby calling, says I need you here. And it's 4:30 and I'm shifting gear. When she's lonely and the longing gets too much, she says the cable coming in from above. Don't need to phone at all. We've got a thing that I suppose radar love. We've got a wave in the air. Radar love. The radio's playing some forgotten song. Brand Lee's coming on strong. The road has got me hypnotized, and I'm spinning into a new sunrise. When I get lonely and I'm for sure I've had enough, she sends the comfort coming in from above. We don't need no letter at all. We've got
No more speed, I'm almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow. And the radio played that forgotten song. Brenda Lee's coming on strong. And the newsman sang his same song. Oh, one more radar lover gone. When I get lonely and I'm sure I've had enough, she says the comfort coming in from above. We don't need no letter at all. We've got a thing that's called radar love. We've got a light in the sky. We've got a thing that's called radar love. We've got a thing that's called radar love. Bon retour sur Radio Fagette, vous êtes toujours dans l'émission Mi-Science Impossible où je suis en compagnie de Bertrand et Gaëtan. Et ce dernier venait de nous expliquer comment les radars font pour remarquer que nous roulons un peu trop vite sur la route. Si vous avez manqué le début, retrouvez l'émission en intégralité sur le site de Radio Fagette. Mais je laisse poursuivre Gaëtan qui s'apprêtait à nous parler des panneaux solaires. Et pour savoir comment ils fonctionnent, partons des réponses collectées pendant notre micro-trottoir. Avec l'énergie du soleil, peut-être, de la chaleur. Il va réceptionner donc les rayons lumineux du soleil. Puis, je crois que ça, on fait chauffer. Non, ça c'est pour. Pas pour ça. Je sais plus, mais il n'y a pas un liquide dans le panneau solaire et c'est ça qui fait produire l'électricité. Alors on trouve beaucoup de bonnes pistes et des pistes intéressantes. Voyons alors ensemble le déroulement de cette mi-science impossible. Alors personnellement, je ne sais pas si les Beatles ou Julien Clerc avaient anticipé la popularisation des installations de panneaux solaires, mais le fait est que cette alternative à la production d'énergie est au cœur des débats environnementaux. Nous sommes à peu près tous d'accord pour dire que si l'on pose des panneaux photovoltaïques ou des panneaux solaires sur le toit de nos maisons, c'est bel et bien pour tirer profit des rayons du soleil. Enfin, plus précisément, c'est l'énergie du soleil qu'ils transportent qui nous intéresse. Mais comment ça se passe concrètement ? Les panneaux mis en place sont constitués de cellules qui vont transformer l'énergie solaire en une tension électrique. La tension électrique, c'est tout simplement la force qui va pousser l'électricité à se déplacer dans un circuit. Ici, l'électricité produite est dite, retenez bien ce terme, en courant continu, et sera transformée par la suite en courant alternatif, retenez ça aussi, pour que vous puissiez l'utiliser dans les prises de votre maison. Et peut-être que sans le savoir, vous connaissez la traduction de ces termes en anglais du courant continu et du courant alternatif. La réponse se trouvait dans le nom d'un des groupes de hard rock les plus mythiques de tous les temps, AC/DC. En fait, le courant alternatif est appelé AC pour Alternating Current et le courant continu DC pour Direct Current. La réponse était sous nos yeux et dans nos oreilles. Du coup, les petites cellules à l'intérieur des panneaux photovoltaïques transforment l'énergie portée par les rayons du soleil en électricité. Mais qu'est-ce qui leur donne cette espèce de super pouvoir ? En fait, pour en revenir à nos cellules, elles ont la capacité de générer de l'électricité à partir du soleil par ce qu'on appelle l'effet photovoltaïque. En fait, ces cellules sont des semi-conducteurs. C'est pas un terme absolument impossible à comprendre, rassurez-vous. Un semi-conducteur, c'est juste un matériau capable, sous certaines conditions, de conduire l'électricité. Si vous avez des souvenirs de vos premiers cours de physique au collège, vous savez sans doute que la matière est composée d'atomes, autour desquels gravitent des toutes petites particules qu'on appelle les électrons. Eh bien, c'est quand les électrons circulent qu'on produit l'électricité. Hop, c'est bon, promis, on va pas plus loin en termes de complexité. Vous voyez, ça reste correct. Du coup, les particules qui composent la lumière du soleil vont venir frapper la cellule du panneau solaire et mettre en mouvement des électrons, ce qui crée un courant que nous allons pouvoir ensuite exploiter. Pour les panneaux photovoltaïques, on utilisera directement l'électricité. Et pour les panneaux solaires, comme ça a été dit dans le micro-trottoir,
on va chauffer un fluide qui transportera la chaleur jusqu'à chauffer un réservoir d'eau. Et voici comment fonctionnent les panneaux solaires et photovoltaïques. Eh bien, j'espère que tu en as convaincu plus d'un à installer quelques panneaux sur leur toit de maison ou leur grange, par exemple. Mais il est temps d'aller se désaltérer un petit peu, avec un breuvage fort répandu, aussi connu sous le nom de bière. Et effectivement, Justine, parce que par les temps qui courent, ça devient de plus en plus difficile de retrouver les copains pour boire une paire de pintes. Heureusement pour vous, nous avons LA solution. Je vais vous expliquer comment faire de la bière. Écoutons, dans un premier temps, votre avis sur la question. Alors, selon vous, voici comment on fait de la bière. Généralement, c'est avec de la levure, du moins c'est le principal, avec du houblon. Ça dépend de la fermentation, avec quoi on veut arriver. J'aurais dit pareil, la fermentation. Ça peut être avec des plantes. Pour faire de la bière, il faut mettre beaucoup d'eau avec de l'orge qui devient du malt. Excusez-moi, je crois que c'est de l'orge grillée, enfin vous voyez bien à peu près. Donc oui, de l'orge grillée avec de l'eau dans des grandes cuves en cuivre. Il y a des serpentins et des machins. Et alors, ça bouillonne, ça passe, ça repasse. Et c'est franchement pas mal. Alors en effet, comme certains d'entre vous le savent déjà, la bière est majoritairement constituée d'orge, de houblon, de levure et d'eau. Mais alors, comment transforme-t-on ces matières premières agricoles en matières premières de fête étudiante ? Eh bien, c'est très simple. Et les étapes que je vais vous donner, c'est strictement les mêmes, peu importe la marque de la bière, le type de bière. C'est toujours les mêmes. Donc en tout, il y a 4 étapes. La première étape, c'est le maltage et le concassage. Je vais vous expliquer les différentes étapes après en détail. La seconde étape, c'est l'empâtage et le brassage. Ensuite, il y a la fermentation, puis enfin la maturation. Revenons à la première étape. Lors du maltage, les graines d'orge, c'est une céréale, sont trempées dans de l'eau pendant plusieurs heures pour les faire germer et fermenter, ce qui va leur faire changer de couleur. Et c'est ça qu'on appelle le malt, c'est ces graines qui ont germé. En fonction de la couleur du malt, on a de la bière qui changera de couleur. Un malt clair donnera une belle bière blonde et un malt plus sombre donnera une belle brune. Les grains sont ensuite séchés puis concassés ou broyés, ce qui permet de libérer les enzymes et l'amidon. On en aura besoin ensuite, vous allez voir. L'empâtage, ça consiste à plonger le malt concassé dans de l'eau pendant 1 heure pour obtenir une pâte sucrée appelée mèche. Mèche, pas comme la mèche des bâtons de dynamite, mèche M-A-I-S-C-H-E. Cette mèche sera ensuite brassée puis chauffée. Le brassage, c'est le théâtre de quasiment toutes les réactions chimiques. L'amidon se transforme en sucre et les protéines responsables de la texture mousseuse de la bière sont libérées. Une fois le brassage terminé, la solution est filtrée et le jus est récolté, et c'est ce jus qu'on appelle le mou. Le mou est ensuite envoyé dans des cuves d'ébullition pour être stérilisé, oui, on ne veut pas choper des maladies, mais pas que. C'est précisément pendant cette étape qu'est ajouté le fameux houblon dont on a tous entendu parler. Alors, le houblon, il en existe 2 types. Le premier type de houblon, c'est le houblon responsable de l'amertume de la bière, et il est mis en premier en début d'ébullition. Et à la fin de l'ébullition, on rajoute un houblon qui est responsable du goût de la bière. Après l'ébullition, on commence une étape de fermentation. On fait passer la solution dans une cuve avec des épices qui sont caractéristiques de certaines bières et de la levure. D'ailleurs, Justine, Gaëtan, à votre avis, qu'est-ce que la levure ? Eh bien, ce sont des petits organismes qui peuvent vivre sans dioxygène et du coup, ils peuvent faire de la fermentation. Moi, j'avais juste en tête que c'était une poudre, pas plus. Eh bien, sachez que la levure est en réalité composée d'une multitude de micro-champignons. Et ce sont ces champignons qui vont transformer une partie du sucre en alcool et qui vont consommer une partie de l'air ambiant pour former du dioxyde de carbone, le fameux CO2, qui est responsable des petites bulles dans la bière. Et cette étape de fermentation est très longue, elle peut durer jusqu'à 1 semaine. À la fin de cette fermentation, il est temps de laisser mûrir la bière pendant l'étape de maturation. On va juste laisser la bière dans des fûts en inox sous pression, afin d'obtenir finalement la bière que vous et moi aimons boire entre amis. Eh bien, je ne sais pas si on aura les moyens de la faire par nous-mêmes, mais on a au moins le mérite de savoir comment faire. Bien, pour vous laisser le temps d'assimiler toute cette recette et tous ces processus, je vous laisse quelques minutes en compagnie de Soldat Louis avec du rhum des femmes. Du rhum des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé.
tiens bien les rênes, tu connais la chanson. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé mieux. Oh, 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 on n'a rien trouvé mieux. Ça fait une paye qu'on n'a pas touché terre, et même une paye qu'on se fait des gonzesses en poster. Tant pis pour celle qui se pointera la première. Je lui démonte la passerelle, la cale, la dunette arrière. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé mieux. Oh, 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 on n'a rien trouvé mieux. Tout est gravé quelque part sur ma peau, tellement que j'en ai les bras comme des romans photos. Blessures de guerre, cul de bouteille, coup de couteau. Tant qu'il y aura des comptoirs, on aura des héros. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé mieux. Oh, 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 on n'a rien trouvé mieux. 3000 du cap, et des fois c'est les glandes. Quand t'as le cœur qui dérape, et les tripes qui fermentent. J'essaie de penser aux claques, aux filles qui s'impatientent, pas aux bateaux qui craquent entre deux déferlantes. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé mieux. Oh, 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 on n'a rien trouvé mieux. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé mieux. Oh, 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 on n'a rien trouvé mieux. Vous êtes toujours sur Radio Fadjet dans Mi-Science Impossible et je suis avec Gaëtan ainsi que Bertrand qui vient de nous expliquer comment fabriquer votre propre bière, avec modération bien sûr. Bien. Alors par ces temps de maladie, tout ça, on peut évidemment avoir besoin de se soigner. Donc on connaît par exemple le fameux Doliprane ou paracétamol, mais ce n'est pas le seul type de médicament qui existe, n'est-ce pas Bertrand ? Exactement. Je suppose que vous avez tous pris, étant gamin, des granules d'arnica quand vous vous cogniez, ou de l'oscillococcinum, oui c'est dur à prononcer, en hiver parce que maman disait que ça évitait de choper la crêpe, même si vous l'aviez 2 semaines plus tard. Du coup, nous nous sommes posé la question suivante, comment sont faites ces granules ? Enfin, je dis nous, c'est vous, et voici ce que vous en savez. L'arnica en lui-même, à la base c'était de l'écorce, mais après, ça après. Alors il me semble qu'on prend une toute petite dose du principe actif de l'arnica, l'écorce, tout ça, et qu'on en met vraiment une dose infime. Avec des plantes. Oui, des plantes médicinales. C'est-à-dire que c'est du sucre avec un peu de couleur, quelqu'un qui s'est gratté pour la forme, mais ça fait pas de la chimie, c'est plutôt de la physique, la forme. Et une fois qu'on a tout conditionné chez Boiron, le spécialiste de l'homéopathie là à Lyon, eh bien, faut y croire. Parce que, figurez-vous que vous prenez n'importe quel médicament, si vous avez envie de le prendre, vous êtes déjà moitié guéri, c'est l'effet placebo. Vous avez des idées très intéressantes, et certains sont très proches du compte, enfin, très proches. C'est quasiment ça. Sachez que, dans un premier temps, ce que l'on appelle granule, c'est une simple boule de sucre qui a été trempée avec de l'agent actif. L'agent actif, c'est ce qui va faire en sorte que le médicament est efficace. Et c'est pour ça que toutes les granules d'arnica ou d'oscillococcinum ont ce goût sucré. Ensuite, il est important de savoir ce qu'il y a en tant qu'actif. Et pour commencer, faisons un tour de table. Gaëtan, Justine, à votre avis, quels sont les ingrédients qui sont couramment utilisés ? Je pense qu'il y a des herbes et des plantes médicinales. Ça peut être un peu de tout et n'importe quoi, non ? Eh bien, vous avez tous les deux raison. Il y a en effet des extraits de plantes, mais il peut y avoir quasiment tout ce qu'on veut y mettre. Je vous donne quelques exemples d'ingrédients utilisés dans des granules extrêmement répandus. Alors, je vous assure, c'est des vrais exemples. On peut utiliser de la nitroglycérine, des extraits de glandes anales de putois, et mon préféré, des sécrétions urétrales purulentes. Ne sachant pas quelles oreilles nous écoutent, et ne désirant pas choquer les plus jeunes, je n'expliquerai pas ce que c'est. Tu rigoles là ? Comment est-ce qu'on peut utiliser ce genre de truc légalement dans des médicaments ? Et on ne le sent pas en plus dans ces granules. Eh bien justement,
c'est là qu'apparaît ce que vous avez sûrement déjà vu sur les paquets, et vous y avez sûrement jamais fait attention, parce que moi j'y ai jamais fait attention. Le fameux CH ou K, ça varie en fonction des entreprises, mais c'est strictement la même chose. Le CH, c'est le facteur de dilution. Je vais vous expliquer comment ça se calcule, vous allez voir, c'est super simple. Vous prenez une goutte de ce que vous voulez, on va dire de la nitroglycérine. On dira nitro, ce sera plus simple et nettement moins compliqué à prononcer. Vous prenez donc une goutte de nitro, vous mettez dans une bouteille. Vous complétez avec 1 litre d'eau pure, vous agitez, ils appellent ça de la dynamisation, mais en soi, c'est comme quand vous agitez votre bouteille de jus d'orange pour avoir de la pulpe absolument partout. Donc vous agitez, puis vous videz intégralement la bouteille. Si vous le faites chez vous, vous videz une bouteille, vous verrez qu'il y a quand même quelques gouttes qui restent dans la bouteille. Eh bien, vous reprenez la même bouteille, vous remettez 1 litre d'eau, vous agitez à nouveau, vous revidez, et là vous en êtes à 2 CH. Rappelez-vous que l'oscillococcinum, c'est un dosage à 200 CH. Alors, vous comme moi, on se dit qu'il n'y a plus rien dans la bouteille à part de l'eau depuis très très longtemps. Sauf que l'homéopathie est basée sur la théorie de la mémoire de l'eau. Mais c'est quoi précisément cette théorie ? Eh bien, c'est très simple si on reprend vraiment du début. Sachez que la matière est composée d'atomes, donc l'oxygène, l'hydrogène, le carbone. Normalement, de lointains souvenirs de chimie au collège doivent commencer à remonter. Eh bien, ces atomes sont constitués de 2 parties. Il y a le centre, le noyau, et autour il y a un nuage qui est composé d'électrons. Si une molécule est stable, prenons par exemple les molécules H2O, donc les molécules d'eau, qui sont constituées de 2 atomes d'hydrogène et d'1 atome d'oxygène. Les molécules d'eau sont stables car les nuages et les noyaux ont trouvé un arrangement pour s'entendre, et cet arrangement est commun à toutes les molécules d'une même espèce. Toutes les molécules d'eau ont la même, toutes les molécules de sucre ont la même, etc., etc. Ça peut être un peu compliqué à comprendre, alors voyez ça comme une équipe de foot. Toutes les molécules sont une équipe de foot. Dans une équipe de foot, il y a 11 joueurs. Mais toutes les équipes n'ont pas les mêmes stratégies. Parfois il y a 2 attaquants, parfois 3, parfois 2 défenseurs, parfois 4. Tout ça, ce sont des caractéristiques propres au choix des équipes. Et bien c'est exactement pareil pour les molécules. Elles ont toutes la même stratégie. Enfin, toutes les mêmes molécules ont les mêmes stratégies. Eh bien, la théorie de la mémoire de l'eau veut que les petites molécules d'eau soient capables de se souvenir de ces arrangements de la toute première goutte et qu'elles se le communiquent les unes avec les autres. Cependant, actuellement, il n'y en a absolument aucune preuve scientifique. Eh bien, c'était fort intéressant et on en sait un peu plus sur ce qu'on peut ingérer lorsqu'on se soigne, car je pense que beaucoup d'entre vous ne savaient pas de quoi il s'agissait. Eh bien, c'est ici que s'achève cette mi-science impossible. Voyons si tous les objectifs ont été atteints. Savent-ils comment fonctionnent les radars ? Oui. Savent-ils comment les panneaux solaires produisent de l'électricité ? Oui, ils le savent. Savent-ils faire de la bière ? Oh oui. Savent-ils de quoi sont faits les granules homéopathiques ? Normalement, oui. Nous vous remercions de votre attention. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, Fagette Mi-Science Impossible, et la chaîne YouTube Mi-Science Impossible, et à réécouter les différentes chroniques sur le site de Radio Fagette. Sur ce, on vous dit à dans 2 semaines, vendredi 13 novembre à 16h sur Radio Fagette, pour une nouvelle Mi-Science Impossible.